les données culturelles devraient-elles être ouvertes et partagées? Rendre les données plus facilement accessibles permet à la communauté de les mettre en relation pour en tirer des informations qui ne sont pas visibles autrement. Ça va favoriser l'innovation en analysant les liens entre différentes données culturelles. Ceci permet également de mieux présenter l'offre culturelle et de structurer le partage des métadonnées des arts de la scène en permettant aux intervenants du milieu de les utiliser et de les valoriser. La présence des arts et de la culture sur le web passe donc par des données ouvertes et structurées. En les mutualisant, on peut en faire un outil très puissant. Pour aborder le sujet, 3 invités. Grégory Sommier-Finch, il est cofondateur et chef technologie de la Culture Create, la Culture Crée, ingénieur de carrière depuis 30 ans et entrepreneur expérimenté qui aime les arts. Il est considéré comme un pionnier du multimédia à Montréal et il est obsédé par l'utilisation de la technologie pour améliorer la société dans son ensemble. Et également notre invité, Tammy Lee, cofondatrice et PDG de Culture Create, la Culture Crée, qui propose notamment un graphe de connaissances pour les métadonnées en culture. Gestionnaire culturelle depuis 30 ans, elle travaille au niveau national et international dans les domaines de la danse, du théâtre, des tournées et de l'art contemporain. Et je dois ajouter une grande penseuse dédiée à aider les arts à prospérer. Et puis finalement, et nous commencerons avec elle, Josée Plamondon. Elle est devenue bibliothécaire spécialisée des bases de données avant la naissance d'Internet. Diplômée de l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information de l'Université de Montréal, les principes d'indexation des contenus, de même que les modèles et les standards de métadonnées, lui sont très familiers, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle a orienté sa pratique vers les enjeux organisationnels et technologiques de la circulation de l'information. Et c'est elle qu'on va rejoindre à l'instant. Josée Plamondon, bonjour. Bonjour. Si je vous dis, pourquoi devrait-on privilégier les données ouvertes? Bien, c'est parce que ça joue un rôle principal dans une ère actuelle. Dans l'ère actuelle, on suit une suite de ruptures. Il y a une série de ruptures. Les données ouvertes permettent de travailler sur d'autres modèles d'accès à l'information et d'échange d'informations. Par exemple, on n'aurait pas pu trouver un vaccin ou des vaccins si vite sans partager des données. C'est pas nécessairement des données ouvertes parfaitement ouvertes selon toutes les licences d'utilisation, mais le fait de partager des données a permis à des chercheurs, à des scientifiques et aussi à des laboratoires de travailler et d'avancer beaucoup plus vite. Chose qu'on n'avait pas lorsqu'on a élaboré des vaccins, par exemple, jusqu'au début, au milieu du 20e siècle. On travaille en vase clos, on protège absolument les données, on ne veut pas échanger d'informations et donc on avance beaucoup moins vite. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence collective. Les données ouvertes, ça participe à cette forme d'organisation qui est bénéfique pour l'innovation et l'économie, qui est l'intelligence collective. Si on ramène ça dans un contexte d'intelligence d'affaires, puis dans un contexte d'innovation, là, vous la trouvez où, l'importance des données ouvertes? Dans un contexte d'affaires et d'innovation, il est alors possible d'adopter encore un autre modèle, un modèle différent qui est celui qu'on appelle néologisme coopétition. On coopère, même si on est compétiteur. Pourquoi? C'est qu'il y a des fois, il y a intérêt à partager certaines choses parce que notre connaissance, soit notre connaissance des marchés ou soit ce qu'on tient à développer comme solution ne s'offre pas. Elle est trop complexe, il manque trop de morceaux, ne s'offre pas tout seul. Donc, les données ouvertes vont permettre de réussir à plusieurs, ce qui est pas possible ou ce qui va prendre trop de temps, qui va demander trop de moyens à faire seul. Donc, on peut, dans certains cas, voir qu'est-ce qu'on peut partager. Ça ne veut pas dire qu'on ouvre toute notre stratégie, qu'on montre tout, mais quelles sont les données qu'on a intérêt à mettre en commun pour travailler ensemble. Et qu'après ça, chacun va générer les valeurs de son côté, mais qu'on ne pourrait pas faire autrement. Et c'est comme ça qu'on peut faire face à des défis, comme les défis environnementaux ou les défis, par exemple, trouver une solution à des problèmes très compliqués parce qu'il y a plusieurs aspects qui s'y trouvent mélangés. Donc, on va à ce moment-là ouvrir les données, partager ça avec plusieurs acteurs. Mais dans un contexte où toutes les données ne sont pas égales en intérêt, parce qu'on en génère des données, là, comment on fait pour identifier les meilleurs jeux de données, pour en évaluer la pertinence et la qualité? D'abord, pour tout projet numérique, c'est le but. Quel est le but poursuivi? Donc ça, c'est ça qui va déterminer après ça la recherche des jeux de données.
C'est souvent pas un seul, mais plusieurs jeux de données qui vont contenir des informations qu'on va devoir croiser pour générer une nouvelle connaissance. Donc, le but, concrètement, à quelles questions vont répondre les données. Ensuite, il y a des principes, des critères de qualité reconnus qui sont souvent soit communiqués par des organisations comme la Open Knowledge Foundation, la Sunlight Foundation. On va retrouver beaucoup ces critères de qualité qui sont repris, même sur le portail Données Québec, par exemple, pour les données ouvertes, où on va dire, il faut de l'exhaustivité. Il faut que ce soit le plus complet possible. Il faut de la cohérence, de la précision, de l'unicité, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir de doublons, donc on doit avoir fait le ménage, et de la validité. Il faut avoir validé les données. Donc et là, chacun peut interpréter ou se donner des outils pour au moins ces 5 éléments-là, de façon à ce que, justement, on ne soit pas pris, comme dans le cas de beaucoup de projets numériques ou des projets d'intelligence artificielle, où il faut prendre 60% des ressources du projet pour nettoyer les données. Et à ces 5 critères-là, j'allais oublier, dans des cas, on va voir aujourd'hui, la décolonisation, par exemple, ou l'inclusion, on va maintenant ajouter certains critères pour s'assurer que les données sont beaucoup moins biaisées qu'au départ, par exemple. Dans des cas, justement, si on a un souci d'inclusion sociale, si on a un souci de discrimination, que ce soit envers des groupes comme les Autochtones ou que ce soit envers des classes sociales. On voit que les critères peuvent évoluer avec le temps. Mais si je vous demandais, parce que les gens qui nous écoutent œuvrent dans le domaine culturel, selon vous, comment les organisations culturelles devraient aborder la question des données? La première chose, c'est qu'il n'y a aucune valeur à présent. Dans une ère numérique, il n'y a aucun intérêt, aucun avantage à enfermer des données. Quand je parle des données, je parle des données descriptives. C'est sûr que des données personnelles ou ce qui constitue là, vraiment la recette de quelque chose, on va dire, mais en culture, on n'est pas dans le domaine où on va vraiment vouloir monétiser la connaissance de quelque chose. On pourrait monétiser un produit, une création, mais monétiser des données, il n'y a pas vraiment d'intérêt à le faire. La valeur se trouve dans la réutilisation des données. Donc, comment les organisations culturelles pourraient se positionner? Ça dépend. Parce qu'en fait, si je suis un théâtre, libérer des données, c'est plus les institutions ou les regroupements. C'est l'agrégation des données aussi qui a de la valeur. Non seulement c'est la réutilisation, mais surtout le grand nombre et la variété des données qui permettent d'avoir une meilleure information. Donc, les acteurs culturels peuvent avoir intérêt à utiliser des données ouvertes, des fois, pour justement enrichir leur connaissance d'un marché, par exemple, des données ouvertes sur la fréquentation des différents lieux de culture, par exemple, peuvent avoir aussi intérêt à contribuer à ce moment-là s'il y a un appel à produire des données utiles. C'est de dire, moi, je participe, je vais donc donner. Si j'ai des données, par exemple, qui concernent l'ensemble des œuvres que j'ai créées, les données, je peux les partager parce que les données sont indépendantes de l'œuvre. Donc, je serais pas lésée si quelqu'un utilise des données qui décrivent mes œuvres. Au contraire, mes œuvres sont toujours, ne sont pas nécessairement disponibles. Donc, c'est vraiment de participer, de transformer notre façon de penser pour comprendre que on a intérêt à faire circuler l'information grâce aux données, mais surtout à penser, à les mettre à disposition pour que justement des projets d'utilisation de ces données-là se développent. Je vous appelle Mondor. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. Tamélie, bonjour. Bonjour. Tamélie, c'est quoi d'abord un graphe de connaissances des métadonnées? Ça, moi je dirais c'est une technologie sémantique qui facilite le partage d'informations sur le web. Mais après avoir dit ça, là? Oui, après avoir dit ça, il y a une autre façon d'en parler. Moi, parce que le mot technologie sémantique fait peur aux gens. Ben oui. Si les gens souhaitent améliorer leur façon d'utiliser le web pour atteindre un public, ils doivent réfléchir à leur relation avec les bots. Les bots sont les robots et les algorithmes. OK, c'est un peu kitsch,
Mais la comparaison est comme les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. Les hommes et les femmes ne parlent pas la même langue. Mais les robots ont un style de communication qui est vachement différent que des êtres humains. Ils ont un comportement très différent et ce comportement est une graphe de connaissances. So, si on utilise le web, à la base, on devrait comprendre ce comportement. Mais là, vous venez de soulever une question importante. Qui est de Mars et qui est de Vénus? L'homme ou la machine? Complètement différent. C'est une troisième planète. C'est la comparaison. So, si on est capable de comprendre la langue des uns des autres, il faut comprendre la langue des machines, des bots, des robots, des algorithmes. Si on veut utiliser le web, ça, c'est la langue des machines. So, si on est intéressé à vraiment tirer parti de Internet et le web, à la base, il faut comprendre que on a besoin d'un autre comportement. Et ce comportement, c'est le comportement de la technologie sémantique, qui est une des technologies sémantiques, c'est une graphe de connaissances. Une grappe de connaissances, vous faites ça à partir de quoi? Qu'est-ce qui compose une grappe de connaissances? Vous mettez de l'information sur le web. OK. Et d'avoir les métadonnées structurées, ça, c'est à la base d'une graphe de connaissances. Est-ce qu'on parle de données ouvertes? Non, on parle de données liées. Ouverte, c'est un choix. Ouverte, c'est comme moi, j'ai choisi d'ouvrir une boîte sans but lucratif. Ça, c'est un choix. So, ouverte, c'est pas une technologie. Oui, ça implique la technologie, mais c'est un choix de les mettre ouverts. Et c'est hyper important. So, si on utilise Google et on fait une recherche, Google utilise la technologie sémantique pour trouver des choses pour nous. Google contrôle le input ou la rentrée des faits dans ce graphe sémantique. Et il contrôle aussi la sortie, qu'est-ce qu'on voit à la fin de notre recherche. Et c'est pas ouvert, c'est comme une boîte noire. On ne sait pas qu'est-ce qui rentre, on ne sait pas comment les choses sortent. So, d'avoir vos métadonnées liées ensemble et ouvertes et accessibles par n'importe qui, de et par n'importe qui, c'est-à-dire que nos données deviennent retrouvables, accessibles, interopérables et réutilisables. Et ça, c'est le côté ouvert. Et si on est intéressé par l'équité et de vraiment bouger le cadran, d'avoir le plus grand secteur ou nombre de parties prenantes à participer dans le web, je pense que l'une des choses qui a le plus d'impact qu'on peut faire, c'est de s'assurer que nos métadonnées sur nos sites web sont liées à une graphe ouverte. C'est-à-dire que c'est des données de et par n'importe qui. Et c'est hyper important. On n'a pas ça dans la structure qu'on a aujourd'hui quand on utilise Google, Facebook, Amazon, n'importe qui d'autre. Mais là, la question qui me vient en tête, c'est que vous travaillez, vous œuvrez depuis un moment avec les graphes de connaissances, mais là maintenant, Culture Create travaille avec des organisations culturelles pour élaborer un graphe de connaissances des métadonnées. Oui. So on commence avec des choses simples. On commence avec les métadonnées, qui est les données sur l'information que tu mets sur le web. Ouais. Et on parle les métadonnées sont des faits publics. On ne touche pas aux données transactionnelles, on ne touche pas aux données privées, on touche à toutes les informations que vous mettez sur le web. Et c'est comme dans la science physique, une donnée sur le web, c'est comme ils ont deux états. Un état comme un flux de données sur le web et aussi un fait. So, on veut vraiment tirer parti à ces deux genre d'état et de vraiment tirer parti de l'état de flux et l'état de fait, de l'information que vous mettez sur le web. Et moi, je viens du monde des arts
de la scène et de la culture. Je suis un gestionnaire culturel, ou en anglais on dirait un arts administrator professionnel. So, mon job, mon boulot, c'est de vraiment qu'est-ce que je peux faire professionnellement à supporter le milieu culturel. Et je pense de supporter le milieu culturel, de créer une infrastructure de métadonnées qui est retrouvable, accessible, interopérable et réutilisable. Ça me touche. Mais je pense que ce genre d'infrastructure, c'est-à-dire, ça peut être un exemple, si ça marche, un exemple de comment supporter les petites et moyennes entreprises avec les données. Parce que Google a toutes nos données de tous nos événements culturels à travers le Canada et à travers le Québec. Je ne peux pas cogner sur la porte de Google et dire « Hey Google, j'aimerais avoir la liste de tous nos événements. Est-ce que je peux les avoir? » On peut pas le faire. Mais si on crée nos propres infrastructures, d'avoir accès à ces données, c'est-à-dire les gens qui sont en train de créer les nouvelles technologies en intelligence artificielle auront accès à nos données culturelles pour les réutiliser. Et moi, je veux me rassurer que les milieux culturels participent dans la transformation numérique de la société. Je sais que mes habitudes ont beaucoup changé. Je me souviens le temps dans le milieu culturel, les gens pensaient, est-ce que j'en ai vraiment besoin d'un site web? Je suis assez vieille. Et moi, la première fois que j'ai utilisé un ordinateur, j'avais 19 ans, 20 ans. Je me date, mais... c'est logique pour moi qu'une graphe de connaissances est à la base de la transformation numérique. Sans une infrastructure de graphe de connaissances avec nos métadonnées, les données publiques, vraiment il y a moins de conflits possibles. Ça, c'est le début pour la transformation numérique. Si on ne le fait pas, cette transformation numérique qui s'en vient avec intelligence artificielle, c'est-à-dire que l'écart va grandir dans le milieu culturel. Autant que probablement ce sera impossible à vraiment surmonter cet écart dans le futur, si on fait zéro aujourd'hui. C'est ça que moi je pense. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais c'est ça que je pense. Mais je reviens sur quelque chose que vous avez dit. Vous avez dit, si ça marche, pourquoi ça ne marcherait pas? C'est quoi les obstacles que vous voyez? Les obstacles, je pense que c'est les compréhensions. Les obstacles, c'est dès que tu commences avec la technologie sémantique, c'est compliqué. On parle de la compréhension sémantique des machines. On ne parle pas des titres ou comment on amène des choses, mais la compréhension, les méta sur les méta. C'est surmonter les compréhensions, c'est surmonter les craintes aussi. Oh, non, moi, je ne veux pas partager mes données. J'ai encore dans le milieu, pas nécessairement le milieu culturel, mais je pense que tous les secteurs des industries, des petites et moyennes entreprises, les joueurs ont des craintes. Je ne veux pas partager mes données. Non, on parle des métadonnées, on parle des faits publics. C'est comme les gens dans des petites et moyennes entreprises, ils ont beaucoup de travail à faire, ils ont leur propre business. Soit c'est une compagnie de ballet, compagnie de théâtre, un fleuriste. De leur demander de comprendre la technologie sémantique, c'est une autre chose que peut-être c'est un peu trop. Si ça marche, c'est ça parce que c'est pas la technologie qui marchera pas, c'est l'écosystème, c'est toutes les parties prenantes et c'est l'utilisage. C'est vraiment, en fait, c'est le mental, c'est l'approche et vraiment les pensées qui sont le plus grand obstacle. C'est le conditionnement que les gens ont par rapport à la propriété des données qui sont générées. Mais Tammy, si je vous disais que dans le fond, parce que c'est le facteur humain, là, dans le fond, qui va faire la différence. Oui. J'imagine que c'est en leur présentant les bénéfices qu'ils vont tirer de ce que ça va générer comme information que vous allez les convaincre de partager ces données-là. Alors, si je vous demandais, ça serait quoi les bénéfices pour les organisations qui pourraient participer à votre travail?
leurs données vont couler vers la technologie. Leur information va être utilisée par la technologie, qui n'est pas possible aujourd'hui sans le graphe de connaissances. Si le monde est en train d'investir des milliards de données en intelligence artificielle, j'aimerais rassurer que les données culturelles soient là aussi. Un truc concret, c'est comme on est rendu dans le Web.4 aujourd'hui. Le milieu culturel on est encore d'avoir des conflits avec le Web.2. So, on est rendu avec les modèles d'affaires qui viennent du 19e siècle. Et quelqu'un m'a essayé de me corriger quand j'avais dit ça. Non, Tammy, tu voulais dire 20e siècle? Non, je voulais dire 19e siècle. On a des modèles d'affaires du 19e siècle et on a peinturé la numérique. Oui, on a un site web. Oui, on a une billetterie qu'on peut acheter des choses en ligne. Mais c'est comme de la peinture du monde numérique par-dessus nos modèles d'affaires du 19e siècle. So, si on veut que le milieu culturel se rend au Web.4, il faut avoir un graphe de connaissances. So, on a de l'apparence qu'on est dans le monde numérique, mais on fait énormément de saisies manuelles. Plusieurs fois la même information. Cette compagnie de théâtre veut partager l'information dans une listing numérique. Cette compagnie de théâtre ou la personne dans le listing faut rentrer, fait copy-paste ou fait une saisie manuelle de l'événement pour ce listing numérique. Pour un autre listing numérique, ils vont faire la même chose encore. Une autre saisie manuelle rentrée avec les doigts. Pour un troisième, il faut faire ça encore. So, on a apparence de numérique, mais c'est pas vrai en arrière au niveau de l'infrastructure. Et je pense que la transformation numérique arrive quand on a réussi d'attaquer l'infrastructure par l'apparence d'eux. Et moi, je viens du milieu culturel. J'ai un focus du milieu culturel. En fait, ça m'intéresse pas les autres milieux commerciaux, mais je pense que c'est la problématique que je souligne, c'est pas que dans le milieu culturel, mais dans d'autres entreprises aussi. Et on a l'apparence et pas vraiment l'infrastructure. Et oui, l'infrastructure, c'est une infrastructure d'un graphe de connaissances ouverte. Et je pense qu'un graphe de connaissances, c'est important que ce soit des données pour le bien social. Et je pense que les gouvernements devraient être intéressés à créer des graphes de connaissances, des données communes aussi. Parce que ça supporte la capacité de distribution d'opportunités de le web à plus grande portion des parties prenantes, plus diverses, plus larges. Et en fait, ça c'est une des gros raisons pourquoi que je travaille à Culture Creates. En tout cas, je pense que vous avez encore beaucoup de travail pour arriver à, je dirais pas à convaincre. Convaincre, c'est un travail, mais après de mettre en place les choses pour justement permettre à votre graphe de connaissances là, de pouvoir bénéficier à l'ensemble des organisations culturelles du Québec. Oui, mais les petites choses, des choses plus concrètes, on est en train de bâtir un calendrier graphe qui peut faire une saisie plus automatisée des événements. Et ça, c'est un pas dans la bonne direction. Il y a énormément de travail à faire, vous avez raison. Oui, c'est un énorme projet. Et vous prenez l'approche africaine, donc un éléphant, ça se mange petit morceau par petit morceau. Exactement. Je vais vous souhaiter bon appétit, parce que j'ai l'impression que vous allez avoir un grand repas. Oui, exactement. Camille, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous parler de Culture Created. Merci beaucoup. Grégory Sommier-Finch, bonjour. Bonjour Bruno. Grégory, là vous allez nous dire qu'est-ce que c'est la sémantique des données et à quoi ça sert.
Alors, moi, je suis quelqu'un qui vient de la technologie. Donc, je trouve que la technologie autour de web sémantique est fascinante parce que c'est un standard qui a été créé pour résoudre un problème que tout le monde reconnaît, je pense, c'est que les données sont difficiles à échanger, à partager, à utiliser. Ça prend beaucoup de développeurs souvent. Ça freine beaucoup de projets parce qu'il y a des coûts. Des projets coûtent cher pour développer. Souvent, on n'a pas les talents ou les skills nécessaires pour amener un projet à terme. Donc, le web sémantique fonctionne autour de quelque chose qui s'appelle RDF, c'est Resource Description Framework. C'est un standard qui a été conçu vraiment pour faciliter le partage des données et pour faciliter la fusion de différentes sources de données. Donc, l'idée de base, c'est au lieu que chaque projet fait ses données dans son base de données en silo, mais s'il y a plusieurs groupes de personnes qui veulent partager les données, travailler ensemble, avec cet standard RDF, qui est un standard du W3C, c'est plus facile de faire un projet ensemble et de fusionner les données, même si les schémas en dessous, les modèles de données sont différents. Alors, je trouve que c'est fascinant parce que souvent dans le domaine culturel, il y a plusieurs projets, plusieurs initiatives, mais on a le désir de les mettre ensemble, de rassembler ces données et traditionnellement, c'est très difficile. Alors, avec l'RDF, ça devient de plus en plus faisable. Ça permet l'évolution aussi de ces projets. Un des constats généraux, c'est qu'on n'aime pas être rigide dans un modèle ou un schéma rigide. On veut évoluer avec ce qui se passe, avec les temps, avec les projets. On veut évoluer. Donc, RDF était conçu spécifiquement pour permettre l'évolution des schémas, l'évolution des données, des modèles de données, sans changer toujours l'application qui utilise les données. Donc, j'amène à mon point, je pense, qui est le plus important, c'est que si on utilise des standards comme RDF, on peut travailler ensemble, on peut fusionner les données sans toujours augmenter les coûts de développement. Et ça, c'est une chose qui est importante parce que si les projets coûtent moins cher, on peut en faire plus, on peut travailler plus ensemble et on peut tirer plus de bénéfices de ces projets. Là, vous êtes sûrement la meilleure personne pour me répondre à cette question-là. Comment ça fonctionne? Mais l'idée de base est très simple. C'est chaque information qu'on met dans le système doit être bien pensée et avoir une façon de le comprendre sans utiliser ce que j'allais dire d'autres documentations. Donc, les données sont auto-documentées. Ils sont des données, on peut les comprendre. Si toi, tu me donnes des données en RDF, je peux les regarder et les comprendre. J'ai pas besoin de regarder de la documentation ailleurs ou regarder un document fait par un développeur. Je peux directement regarder vos données et explorer les définitions parce qu'ils sont définis avec des concepts et ils sont définis avec la sémantique. Donc, c'est quelque chose que je peux prendre et l'utiliser directement. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, mais justement, mais là, en vous écoutant, je me dis, mais en quoi, parce que vous œuvrez dans le domaine culturel maintenant, mais en quoi le travail de sémantisation des données, ça peut aider de façon concrète les organisations culturelles ou le milieu culturel en général? Alors, je pense que ça peut aider parce que si on voit qu'il y a plusieurs projets de données, on vit dans un monde, une période où les données sont utiles et on peut pas s'en passer. C'est quelque chose qui fait maintenant partie de notre environnement, de notre façon de fonctionner. Donc, quand il y a plusieurs projets, qu'on parle de plateformes, que ce soit des projets agrégateurs de données comme Rideau, Synapsé, La Vitrine ou le gouvernement du Canada ou MCC au Québec, il y a beaucoup de projets de données et chacun est un peu indépendant. Donc, si on peut travailler à faire un web sémantique. À sémantiser, ouais. Sémantiser, on peut arriver à utiliser les données d'une façon de partager les données et de diminuer le coût de ces projets-là pour pouvoir les amener à terme
et avoir une meilleure participation et utilisation des données. Puis vous, dans votre expérience passée, ou je devrais dire, vous, avec votre expérience passée, est-ce que vous voyez cette approche-là aider la découvrabilité des œuvres? Certainement, la découvrabilité, c'est un aspect. Je dirais que l'effort qu'on fait n'est pas limité à la découvrabilité. Je pense que l'effort qu'on fait a un but très long terme de permettre à utiliser les données d'une façon beaucoup plus fluide et beaucoup plus dans un esprit de partage. Et ceci implique nécessairement une augmentation de découvrabilité, mais aussi une augmentation de partage, d'échange et de coopération. Donc, ça va beaucoup plus loin que juste la découvrabilité. Est-ce que vous voyez même un volet d'intelligence d'affaires là-dedans? Absolument. D'ailleurs, tous les algorithmes d'intelligence artificielle aujourd'hui ont besoin d'informations sémantiques pour bien fonctionner. Alors, si je simplifie un peu la métaphore, si comme des artistes ou des organismes culturels, si ils parlent d'une façon sur le web sémantique, c'est non seulement donc de bien se décrire, mais c'est de participer dans le dialogue et de fournir des informations claires aux engins d'intelligence artificielle. Donc, c'est juste une façon de bien communiquer et ensuite, il y a beaucoup de possibilités qui sont ouvertes, incluant l'intelligence artificielle, incluant des algorithmes, mais ça enlève le côté de deviner quelle est l'interprétation des données. Si c'est juste des données brutes, non structurées, les engins d'intelligence artificielle sont à eux de décider, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi le sens de ce texte? Si on les aide avec une information sémantique, on est plus en train de donner un input et de communiquer davantage. Quand vous regardez la sémantisation des données, qu'est-ce que vous voyez comme défi dans l'avenir pour que l'industrie, que le milieu culturel en général embrasse cette approche-là et soit proactif pour que ça lui serve comme ça dans les différentes façons que vous avez illustrées? C'est très intéressant parce que dans mon expérience avec la culture créée, qui est en train de amener à bout cette idée d'utiliser le web sémantique et le RDF, je rends compte qu'il y a beaucoup d'écoles de pensée différentes. Et dans le monde des développeurs, c'est pas une approche qui est très enseignée aux universités et aux écoles. Donc, il y a un manque de connaissances, je dirais, de ces approches. Pourtant, ces approches ont été inventées et conçues pour faciliter, comme je disais, l'échange de données et la fusion des données. Donc, pourquoi les plus grands défis, je pense, c'est d'amener cette façon de penser qui coûte moins cher pour faire des projets que la façon traditionnelle où les développeurs sont formés aux universités. Et comment on fait pour amener les gens là? Avec des projets comme la graphe de connaissances qu'on travaille dessus, dès que l'utilité devient évidente, je pense que de plus en plus de monde moi je parle des développeurs techniques, vont commencer à embarquer dans cette façon de faire qui est différente de façon traditionnelle. Donc ça prend des projets pour aller en avant. Inspirer et prendre le risque de démontrer des résultats positifs pour avant que ça va devenir mainstream, avant que ça va devenir, je dirais, la façon de facto de faire des choses. Et je trouve que de travailler dans le secteur culturel, c'est magnifique parce que souvent la culture démontre comment on doit évoluer dans l'avenir. C'est souvent là où on est inspiré de changer nos anciennes habitudes et d'adopter quelque chose qui fait plus de sens, qui est conçu pour le partage et la fusion et non pour créer des silos. Donc, je trouve que c'est la combinaison de web sémantique et la culture est vraiment fabuleuse. C'est sur cette note très positive qu'on va terminer la rencontre. Merci beaucoup, Grégory Sommier-Finch, pour avoir partagé comme ça votre vision de l'importance du web sémantique par rapport au milieu culturel. Merci. Merci Bruno, c'était vraiment un plaisir.
En résumé, le graphe de connaissances est à la base de la transformation numérique et a pour objectif de générer de la connaissance en faisant des liens entre les données à l'image de la pensée humaine, ce qu'une base de données classique ne ferait pas. Et nous comprenons donc pourquoi les données culturelles ont la nécessité d'être des données ouvertes et partagées si on veut les rendre découvrables.